Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Meta Report. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à se dire après le qualifier de Lille et le raz-de-marée annoncé de Traced sur les différents tournois. Eh bien aujourd'hui, l'heure est au bilan sur ces 2 nouvelles semaines de compétition. Et en plus, on a eu la chance d'avoir un très beau tournoi d'Essen. Un tournoi 128 joueurs hier. Donc voilà, beaucoup de choses à débriefer et je vous présente ça tout de suite. Rien de spécial à rajouter ici, c'est les mêmes éléments que d'habitude par rapport au tournoi, les éléments clés de la tier list et les indicateurs qui nous permettent de jauger la santé de la méta. Concernant le périmètre, on commence à être sur une volumétrie assez sympa pour sortir des premières stats sur les win rates, notamment avec plus de 5000 matchs joués sur 26 tournois. Allez, c'est parti. Donc là, comme on peut le voir déjà, premier raz-de-marée suite à la grande victoire de Traced au qualifier de Lille. Axiom prend 5,6 points. Je sais pas si on a déjà eu une période où Axiom était autant joué à 15%. Bon, je pense avec le prime de Traced, avec son Havre certainement. Mais ça fait du bien de voir Axiom à cette position-là. Bon, c'est toujours la quatrième faction la plus jouée, hein. On est loin encore des Bravos et des Ordis, enfin Bravos, Ordis, Izmir, qui sont grosso modo tous les trois un petit peu au même niveau. Mais c'est quand même sympa de les voir aussi haut, les Axiom. Tant mieux. La ruche a fait son office, bravo à eux. Et voilà, sinon, qu'est-ce qu'on peut regarder? C'est que Bravos, pour le coup, a vraiment beaucoup subi cette hausse des joueurs Axiom, hein. On peut imaginer notamment que ce sont les joueurs Kojo qui ont pris un sacré coup. Et en fait, Trace était un petit peu devenu le nouveau Kojo, hein, mais on verra ça dans le slide d'après. Et après, on peut voir que les joueurs Ordis aussi ont un petit peu lâché la faction, potentiellement des joueurs Sigismar aussi qui ont un petit peu lâché le héros pour aller se concentrer peut-être sur Trace, sachant qu'en plus le match-up Trace Sigismar est plutôt à la faveur de Trace. Izmir qui reste stable, Lyra à peu près, et étonnamment Mouna qui gagne un petit peu de joueurs également. Donc voilà, on va voir comment ça se retranscrit au niveau des héros. Alors, au niveau des héros, donc comme on l'avait pressenti, hein, c'est Traced qui drive la grande partie de l'augmentation du nombre de joueurs sur Axiom, plus 5 points, c'est énorme. Et Traced est tout de suite catapulté en troisième héros le plus joué de la méta. Derrière Sigismar qui a perdu un petit peu de joueurs et Afanas qui a également perdu un petit peu de joueurs. Les grosses baisses, elles sont du côté de Kojo et Fen. Alors Kojo, parce que voilà, on avait vu la grosse déception qu'avait été Kojo suite au qualifier de Lille avec un taux de conversion extrêmement faible. Voilà, c'est la suite logique de ce qui s'est passé à Lille. Et en plus, dans le gameplay, Trest et Kojo sont assez similaires à être très agressifs. Alors pas forcément au même moment de la partie, mais voilà, je pense que Trest en tout cas a cette volonté de poser des stats assez rapidement dans la partie pour clôturer les games tout simplement. Donc c'est un gameplay qui peut correspondre également aux joueurs Kojo. Teja qui se stabilise, et après c'est un petit peu normal parce que Teja peut peut-être avoir des choses à faire dans une méta où Trest est un petit peu plus présent, où Kojo est un petit peu moins présent avec ses duels de cran notamment, et où forcément on a un peu moins de Sigismar aussi, et d'Afanas, donc pourquoi pas. Et en plus, Fen est également en grosse baisse, et c'est quelque chose qui est à l'avantage de Teja, hein. Les Requiem sont extrêmement difficiles à vivre pour Teja, les cocons également. Donc voilà, on peut s'attendre à ce que Teja reste un petit peu stable dans ce type de méta. Nevenka qui connaît une belle hausse également. Basira qui connaît une baisse assez conséquente. Mais dans l'ensemble, ce qu'on peut se dire, c'est que, et on le voit à droite, hein, on a une très très belle diversité de héros. On n'a aucun héros qui dépasse 15% du field aujourd'hui. Et dans l'ensemble, ouais, on a 9 héros qui représentent 75% de la méta. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est en tout cas par rapport au pool de héros possibles qu'on peut ramener de façon assez raisonnable en tournoi, on est sur une belle assiette de héros. Et voilà, à ce niveau-là, la méta est en très bonne santé.
Allez, si on se concentre sur les résultats maintenant, donc on peut voir bah, c'est Sigismar Afanas qui sont toujours très hauts et Treist et Kojo maintenant qui sont sur un pied d'égalité sur la troisième place du podium. Donc c'est normal, hein, on a même presque plus de joueurs, bah, on a plus de joueurs Trest que de joueurs Kojo, et on est sur à peu près les mêmes taux de conversion aujourd'hui. Donc voilà, on a un quatuor de tête grosso modo qui semble vraiment se détacher, même si les bons taux de conversion ne sont pas dans ce quatuor de tête. On voit Hatsadi avec 38% de conversion en top 16. Donc là, sur ce style de héros-là, on peut partir du principe que ça y est, la hype est retombée au niveau des Hatsadi, des Syrah, des Gulrang aussi, on en parlera un petit peu après. Mais voilà, la hype est tombée, donc potentiellement vraiment les joueurs qui restent se sont vraiment commit sur les héros, ont potentiellement aussi affiné leurs bonnes uniques pour jouer ces héros. Et voilà, c'est pour ça qu'on peut voir notamment bah, Hatsadi avec un gros taux, et aussi potentiellement parce que la méta change un petit peu, donc un peu moins de Sigismar, un peu moins de Kojo, donc moins de decks hyper agressifs qui peuvent venir bousculer Hatsadi, donc il peut réussir à tirer son épingle du jeu. Syrah, c'est un petit peu la même chose, elle a plus l'occasion d'aller setup ses permanents pour derrière pouvoir finir en late game. Donc à voir encore une fois comment va s'adapter la méta, si on va avoir encore plus de Traest et un petit peu moins de Sigismar et Afanas, enfin Sigismar et Kojo notamment, ce qui pourrait remettre sur le devant de la scène Hatsadi et Syrah, mais a priori c'est des héros qui profitent plutôt bien du changement de méta. Et autre élément que je voulais mettre en avant, c'est la présence de Waru dans ces héros du top 16. On a deux joueurs de Waru seulement, mais on en a un qui a fait top 16 et qui a même fait top 8, on le verra après. Bon, évidemment, c'est un taux de conversion qui est énorme, mais bon, ça, faut pas vraiment le prendre en compte. Mais voilà, c'est quand même à souligner que Waru peut faire des choses. Arjun également, il y a beaucoup plus de joueurs, donc un taux de conversion qui est très faible, mais il y a quand même un petit top 16 qui se cache derrière. Et puis après, bah, on a notre midfield habituel avec. Bon, Akesha qui a quand même pas mal de top 8. Teja aussi, mais Teja, c'est le nombre de joueurs aussi qui fait qu'il y a pas mal de top 8 en Teja. Le taux de conversion n'est pas terrible. Rin aussi, qui fait 3 tops. On a vu notamment à la wall de cette semaine une belle Rin qui a fait 5-1, il me semble. Je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière, mais voilà, il y a des petits archétypes qui commencent à sortir avec Rin. Donc voilà, dans l'ensemble, on est sur une bonne diversité avec forcément une légère concentration autour des quatre héros du haut, mais rien non plus de très alarmant. En tout cas, on dépasse pas les 20% d'un héros sur le top 16. Allez, maintenant, au niveau du top 8, eh bien, on a dans l'ensemble encore pas mal de héros qui sont présents au top 8. Là, on n'a pas de héros au-dessus des 20%. Alors évidemment, les Sigismar sont toujours très présents avec un taux de conversion qui est assez bon, 17%. Mais ils ont pas la médaille d'or. Les deux héros qui semblent être les plus intéressants aujourd'hui en termes de conversion, ce sont Syrah. Donc Syrah, je vous ai déjà expliqué un petit peu, selon moi, pourquoi le héros est en train de monter en termes de conversion. Et Gulrang que j'ai décrié beaucoup sur le début de saison, qui semble vraiment tirer son épingle du jeu. Alors c'est pareil, hein, Gulrang profite des mêmes choses que Sierra et Hatsadi, hein. S'il y a moins de Sigismar et moins de Kojo, c'est moins de decks qui peuvent vraiment nous prendre de vitesse. Et potentiellement, bah, ça peut laisser le temps à Gulrang de construire sa main et derrière de déployer son plan de jeu avec ses bonus de stats une fois qu'elle a atteint 8 mana. Donc en tout cas, ouais, un très beau taux de conversion. Alors après, attention, hein, c'est des Gulrang avec des très bonnes uniques, avec des joueurs qui sont très expérimentés. On a Valensen, je crois, de notre team qui a fait deux fois un top en AWOL. Mais voilà, il joue des uniques qui bouclent et qui font de la génération de tokens à l'infini. Donc voilà, c'est quand même à prendre en compte. Mais si effectivement il y a que les aficionados de Gulrang qui restent sur le héros avec ce style d'unique, forcément on va monter les win rates.
On peut noter toujours que Waru est encore présent en top 8, donc le meilleur taux de conversion officiellement, mais plus sérieusement, voilà, c'est quand même une chose importante de voir qu'il y a des archétypes Waru qui peuvent fonctionner. Et après, dans l'ensemble, sur le top, on retrouve notre top 4 avec Sigismar en tête, Afanas en 2, Kojo et Trest en 3 et 4, avec des taux de conversion qui sont plus ou moins similaires entre 12 et 17%. Mais voilà, donc là on est aussi sur une bonne diversité. Dans l'ensemble, on a quand même 8 héros qui ont fait plus de 3 tops, avec Akesha Bazira en plus de ceux que j'ai cités avant. Et on est sur une légère concentration aussi, mais ça reste possible en tout cas d'aller chercher des tops avec pas mal de héros et qui représentent différents archétypes, que ce soit aggro, très contrôle, setup. Voilà, c'est quand même assez riche. Au niveau des résultats de la quinzaine, donc je vous laisse faire pause si jamais vous voulez voir le détail. On note quand même une petite baisse de fréquentation sur certains tournois, notamment les AQZ, qui faisaient, il me semble, plus de 100 joueurs en début de saison, et là qui commence à avoir une petite baisse de fréquentation. Mais bon, dans l'ensemble, en tout cas, par contre, les tournois du lundi sont toujours hyper pleins. Là, juste si vous voyez que c'est pas 128, c'est parce que on enlève les joueurs qui ne se sont pas présentés. Mais dans l'ensemble, le tournoi est toujours plein à craquer. Et chose que je voulais juste vous mettre en avant dans ce slide-là, c'est la présence de 3 Gulrang en top 3 de 2 tournois. Donc voilà, en tout cas, ça confirme ce qu'on se disait avec les pourcentages de conversion en top 8. Ça va même au-delà de ça, hein, c'est que Gulrang commence à aller chercher des tops, ce qui n'était pas le cas depuis le début de la saison. Et bon, on va continuer à parler de Gulrang juste après, vous vous en doutez. Allez, gros morceau de ce Meta Report, forcément le débrief du qualifier d'Essen. Donc pour le contexte, hein, c'était un tournoi 128 joueurs, 8 rondes, et avec un top cut sur le top 8. Et ensuite un top cut en BO3 50 minutes. Alors je le souligne 50 minutes parce que cette information va avoir énormément d'impact sur le résultat final selon moi. Donc on commence avec les rondes, et là avec les rondes on a eu une performance exceptionnelle de Marco, joueur Alter Aces et Exalt, on sait pas trop, mais voilà, Marco qui a amené sa Gulrang première des rondes avec 8 victoires et 0 défaite, et évidemment des grosses victoires, notamment contre Clay, je crois, en game 3 ou game 4, je sais plus. Mais voilà, dans l'ensemble, Gulrang qui a vraiment montré une énorme force et un énorme potentiel sur ces rondes avec ce beau résultat. Et ensuite, on voit forcément une grosse domination Afanas, hein, sur le top 10. 5 Afanas, c'est assez conséquent. Mais c'est logique. Sur une méta qui est aussi large entre guillemets sur le field, hein, puisque maintenant on l'a vu, hein, Trist est très présent, quasiment à égalité avec Kojo, et on a encore beaucoup de Sigismar, d'Afanas. Et donc les Afanas semblent être les decks qui arrivent le plus à avoir une certaine constance sur un nombre de rondes élevé. Et donc c'est pour ça qu'on en voit autant, et on voit encore Sigismar aussi qui correspond plutôt bien à cette définition-là. Et puis on a quand même un Trist, un Kojo et une Fen qui se sont glissés dans ce top 11. On n'est pas allé en dessous parce qu'on n'avait pas les champions, les héros pour certains du top 16. Mais voilà, dans l'ensemble, un top 10 très violet et très papy. Le top cut maintenant. Alors le top cut, malheureusement, c'est le gros sujet de ce tournoi. Même si on a eu dans l'ensemble un tournoi magnifique avec des très belles games, des setups incroyables avec des uniques de fou. Ce tournoi a quand même été entaché par l'expérience du quart de finale entre Marco et Clazé. Parce que pour vous expliquer, lors d'un BO3, donc on joue normalement pendant 50 minutes, et on arrête au bout des 50 minutes, on arrête la game donc de la façon suivante, on termine un tour, puis on fait un dernier tour, et c'est la personne qui a le plus avancé après ce dernier tour qui est censée gagner. Sinon, si on est à égalité, on fait une arène. Et ensuite, si on est à un partout dans le BO3, pour départager les deux joueurs, on décide de faire une dernière partie, mais la dernière partie dure 2 jours.
Et donc, dans ce contexte-là, on a des decks qui sont avantagés et d'autres qui sont très désavantagés. Gulrang en est un, malheureusement, puisque Gulrang ne peut pas avancer pendant les 5 premiers tours avec des tokens. Donc c'est hyper compliqué d'être compétitif sur seulement 2 jours avec ce héros. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé entre Marco et Clazé, puisque ils ont réussi à faire 1-1 au bout de 50 minutes et on a dû partir sur cette dernière game décisive où Clazé s'est logiquement imposé, même si c'était pas si gagné que ça. Mais dans l'ensemble, voilà, Marco n'a pas pu jouer la fin de son BO3 malheureusement, et on le savait déjà avant que ça démarre que Gulrang serait certainement très désavantagé dans ces cas-là. Et voilà, malheureusement, le tournoi de Marco qui s'arrête sur cette défaite très frustrante, j'imagine donc pour lui, donc déjà grosse force à lui. Mais surtout, voilà, ça amène à réfléchir sur le ruling concernant les BO3. Est-ce que il faut rester en BO3 ou est-ce que avec ce système-là, c'est pas possible de continuer sur du BO3 et il faut rester sur du BO1? Voilà, c'est des questions que va devoir se poser Equinox parce que ça amène naturellement aussi à une méta différente. Si on doit prendre en compte cet élément-là, clairement des héros comme Gulrang, comme Waru sont beaucoup moins jouables dans ces conditions. Et des héros comme Kojo, comme Trest deviennent beaucoup plus forts parce qu'ils amènent des statistiques directes sur 1 ou 2 jours. Donc voilà, ça laisse à réfléchir, mais en tout cas on a un petit goût amer forcément pour Marco qui avait fait une super performance pendant les rondes et qui malheureusement a pas pu passer à cause de cet élément de ruling, même si ça n'empêche que Clazé était un adversaire hyper compétent, hyper solide, et on le voit après, hein, il va jusqu'en finale, donc là-dessus il n'y a pas de sujet. Mais voilà, c'est quand même des choses, c'est dommage de voir ça sur des gros tournois, donc on espère qu'Equinox va prendre le sujet et voir comment est-ce qu'on peut faire les choses un peu différemment pour les plus gros tournois. Ensuite, du coup, on peut voir que dans l'ensemble, le top cut, bon déjà la base du top cut était très violette, mais la fin elle est encore plus, hein, avec une finale 100% à Fanas et juste Dandy qui a réussi à se caler en top 4. Et voilà, dans l'ensemble, on reste dans la logique d'une domination à Fanas. Alors, petit point également que je voulais préciser sur ce tournoi des scènes au global, on a vu énormément de decks tourner autour de grosses uniques dans ce tournoi. C'est un des rares tournois où j'ai vraiment eu cette sensation-là. On a vu du Waru qui pouvait piocher tout son deck avec un Easy Talk, qui pioche à chaque fois qu'un token est créé. On a vu forcément le deck de Marco qui est capable de générer des tokens qui ont gigantesques et de piocher tout son deck. On a vu le Afanas ravitaillement de Clazé. On a vu le Traced de Dandy botfix, donc avec la boucle qui permet de jouer botfix tous les tours et de le remonter en main. Voilà, dans l'ensemble, vraiment, on a eu énormément de ce style de deck-là. Et mine de rien, c'est finalement un deck sans combo exceptionnel de ce style-là qui l'emporte. C'est le deck de Nadir. Mais ouais, franchement, c'est la première fois qu'on voit autant d'archétypes de ce style-là, vraiment centrés autour des uniques. Donc je sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la recherche de bonnes uniques et le deck build autour de ces uniques a vraiment été mis en avant pendant ce tournoi des Suns. Donc pourquoi pas, à voir comment ça va se retranscrire sur les semaines à venir, si ce style d'archétype va donner des idées à plein de joueurs, ou si ça sera juste un coup de chance entre guillemets dans les decks aussi, qu'on a pu voir caster. Voilà, mais dans l'ensemble, un très beau tournoi quand même. Mais bon, à la fin, c'est Afanas qui gagne et c'est pas si surprenant que ça. Allez, par rapport à la grille des match-up, donc vous le voyez, l'ordre a pas mal changé avec Trace qui a un petit peu bousculé tout le monde pour se positionner en 3e héros le plus joué. Mais on voit dans l'ensemble beaucoup de verts en haut de la grille, avec Sigismar qui n'a qu'un mauvais match-up contre Trace et Afanas qui n'a qu'un mauvais match-up vraiment entre gros guillemets contre Kojo.
Mais dans l'ensemble, on a quand même deux héros qui sont plutôt solides et c'est pour ça qu'on les voit aussi haut à chaque fois dans les rondes suisses. Ensuite, on a Trist hein, qui se défend forcément très bien contre Sigismar, contre Kojo, qui a peut-être un petit peu plus de mal contre Afanas en ce moment, mais ça reste convenable. Ça peut parfois faire plus d'après-vous qu'Afanas et ça peut vraiment jouer sa game. Kojo qui est en difficulté contre Sigismar et 13, donc c'est pour ça que c'est difficile pour lui de tenir sur le long terme. Et Teja enfin qui a aucun match-up positif en ce moment, donc je suis assez étonné quand même de voir Teja autant jouer avec ce constat-là finalement, c'est que Teja est très perdante sur les deux héros les plus joués de la méta actuellement. Donc voilà, potentiellement je m'attends à ce que Teja soit un peu moins joué sur sur les prochaines semaines. Mais bon, après, on a un patch qui arrive la semaine prochaine, donc a priori, tout ce que je suis en train de vous présenter va être totalement chamboulé. Donc c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque match-up. On aura l'occasion d'en reparler sur le prochain Meta Report. Allez, dernier slide, la tier list. Et je sens que je vais faire des heureux. Et en même temps, je vais certainement prendre des critiques sur l'héroïne que vous voyez en haut à droite. Donc oui, je le reconnais, ça y est. Gulrang, intrinsèquement, n'aurait pas dû se retrouver en tier C. Oui, il y a eu plein de réflexions hier sur le sujet. Forcément, hein, quand on fait une tier list, on s'attend à ce que ça fasse du bruit, mais c'est tant mieux. Ça donne envie aux joueurs aussi de défendre un petit peu leur héros. Et très content de voir que le boulot sur Gulrang a enfin porté ses fruits. Clairement, le potentiel de Gulrang est très élevé, mais il est très élevé à partir du moment où on a des uniques qui sont également à potentiel très élevé. Donc c'est pour ça que je pense sur le S tier désormais je vais faire deux catégories. La catégorie vraiment où c'est S tier de manière quasi systématique, peu importe les uniques, même si évidemment c'est quand même très bien d'avoir des uniques les plus fortes possibles, mais dans l'ensemble Afanas, Sigismar et Trace pour moi ce sont des héros qui se jouent quand même très bien sans unique complètement broken. Et par contre Gulrang pour moi c'est quasiment injouable sans des uniques broken avec beaucoup de pioches ou avec beaucoup de génération de tokens ou avec des combos infinis. Voilà. Donc oui, le potentiel de Gulrang est là. On l'a vu avec les quelques top 3 sur cette dernière période. On l'a vu avec la grosse performance de Marco. Mais je les considérais quand même je considérerais Gulrang séparément des trois autres héros sur la gauche. D'où cette petite distinction-là. Mais voilà, franchement, Gulrang a bien évolué pendant la période, depuis le début du 7-3. Et à voir maintenant si ça va se confirmer, parce que c'est toujours pareil. Là, c'est un peu une grosse surprise de la période, mais est-ce que les Afanas, Sigismar vont pas un peu build autour de Gulrang? Typiquement Afanas, hein, on peut imaginer qu'on va re-rentrer des blizzards ou qu'on va re-rentrer peut-être un set de cartes pour être un peu plus agressif face à Gulrang, pour aller chercher une petite expédition supplémentaire pour pouvoir gratter la victoire avant que Gulrang devienne incontrôlable. Voilà, à voir. Et puis après, comment les autres decks aussi vont s'en sortir. Hein. Typiquement, peut-être voir un petit peu de Kojo, d'Atsadi et même des Izmir avec des affamés hein, pour aller casser le setup de Gulrang. Voilà. Faut pas s'emballer avec Gulrang. J'aurais pu le laisser en A tiers, mais les taux de conversion, etc., m'ont amené à penser que en termes de potentiel, elle peut mériter d'être en S tiers, peut-être le bas du S tiers, mais voilà. Bon, je ferme la parenthèse sur Gulrang. En tout cas, j'espère que je ferai plaisir à tous les aficionados de Gulrang sur ce slide. Ensuite, donc le top a un tout petit peu changé. Sigismar passe devant Trist pour moi. Parce que finalement, quand on a un tout petit peu plus de data, les pourcentages de Trist baissent un peu. Alors c'est aussi peut-être parce que il y a plus de débutants qui jouent avec le héros, mais comme Afanas et Sigismar, hein, donc voilà, les performances sont un tout petit peu meilleures du côté de Sigismar. On le voit encore à Essen avec un tout petit peu plus de Sigismar en top cut que les Trist. Kojo qui perd du coup son statut de S tier, mais ça c'est logique. Il n'y a pas eu de sursaut de win rate, de conversion de Kojo suite à l'arrivée de Trist. Et
Et grosso modo, Trace semble être une meilleure option que Kojo dans le même style. Donc Kojo passe en A tiers, Syrah et Bazira restent en A tiers et Hatsadi monte en A tiers. On l'a vu, hein, beaucoup de beaux taux de conversion du côté d'Hatsadi qui profite du fait que la méta va peut-être un petit peu se ralentir avec Trace, avec Gulrang. Donc à voir comment ça va se poursuivre. Ensuite, on a déjà Akesha, Lindy Wefen et Rin qui passent dans le tiers B. On a vu, comme je vous disais, des versions intéressantes de Rin et j'ai envie de mettre un petit peu en avant le héros en le remontant en B tiers. À voir s'il méritera de rester avec le patch de la semaine prochaine. Et en C tiers, j'ai descendu Nevenka qui a encore beaucoup joué mais qui fait très peu de résultats. Donc ça le plombe un peu ses performances et ça l'amène en C tiers. J'ai décidé de mettre Waru en deuxième héros du C tiers parce qu'avec des bonnes uniques, alors typiquement ça serait peut-être B tiers voire A tiers en unique broken only. Mais pour l'instant je le laisse là, à voir aussi le patch, hein, tout simplement. Et après, on garde nos élèves du fond de la classe comme d'habitude, Aurak, Arjun et Soubash qui était bêtière, mais là que je mets vraiment au bout parce que c'est un des seuls héros qui ne nous a pas fait de grosses performances depuis le début du set. Voilà, c'est tout pour ce Meta Report. J'espère que ça vous a plu. Du coup, on est sur le dernier Meta Report avant le gros patch de mi-saison qui va arriver semaine prochaine. Donc, je sais pas encore si je ferai une vidéo. Ça dépendra du contenu du patch. Dans tous les cas, on en parlera en stream, ça c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas aussi à venir me voir tous les lundis sur le stream des Alter Aces, hein. Tous les lundis, on commente le tournoi de la Wall, le plus gros tournoi de la semaine. Donc c'est un moment sympa, on voit pas mal de decks différents, on discute ensemble de la méta, de mes méta reports également. On débriefera du coup du tournoi des scènes aussi ensemble, ce sera très cool. Et voilà, et puis n'hésitez pas aussi à voir les autres petites séries vidéo que je fais, notamment sur le Nuzlocke Challenge. C'est une autre façon de consommer Alter d'une façon beaucoup plus fun, et ça fait du bien aussi de consommer le jeu sans trop se prendre au sérieux comme on le fait avec le Meta Report. Voilà, merci à tous, et puis moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Très bonne journée, salut.